Ma fille m'a appelé au printemps dernier. Elle m'a dit qu'elle en avait parlé avec ses frères, qu'ils étaient tous d'accord, ensemble, comme un comité, pour dire qu'il était temps pour moi de réfléchir à d'autres dispositions. Ce sont ses mots exacts. D'autres dispositions. Je me souviens être resté assis dans ma cuisine, la fenêtre ouverte, écoutant un bruit dans la rue que je n'arrivais pas à identifier. Et je me souviens avoir pensé, j'ai survécu à ma femme. J'ai survécu à deux amis dont je pensais qu'ils m'enterreraient. J'ai travaillé 40 ans sans manquer un seul poste important. Et maintenant, mes enfants, que j'aime, que j'ai élevés, se sont réunis quelque part où je n'étais pas invité pour décider de la forme que devrait prendre ma vie. Mon nom est Eugène Martin. J'ai 84 ans. Et je veux vous dire quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'étais encore assez jeune pour que cela change les choses. Je n'étais pas un homme facile à vivre. Je le sais maintenant. Lorraine le savait pendant la majeure partie de notre mariage et elle a eu la patience de rester quand même. Ou peut-être était-ce de l'entêtement. Quoi qu'il en soit, j'en étais reconnaissant, même si je ne le disais pas. Elle est morte il y a 11 ans. 11 ans en février dernier. Et quand elle est partie, quelque chose a basculé en moi pour lequel je n'ai toujours pas de mots. Pas seulement du chagrin, quelque chose de plus pratique que le chagrin. La compréhension que les structures sur lesquelles j'avais bâti toute ma vie, le travail, le revenu, l'identité de celui qui subvient aux besoins, l'utilité d'être nécessaire, ces structures avaient disparu. Et ce qui restait, c'était juste moi, debout dans une cuisine qui sentait encore son café. Je pensais que la famille comblerait le vide. C'est ce qu'on pense. C'est ce que tout le monde vous dit. Tu as tes enfants, tu as tes petits-enfants, tu ne seras pas seul. J'y ai cru. Pendant un temps, je me suis accroché à cette idée, comme un homme s'accroche à une corde dans une eau sombre. Et puis j'ai vu ce qui s'est passé, pas brusquement, mais lentement, comme la marée qui se retire. Marc, mon aîné, vit à 40 minutes d'ici. Il me rend visite quand il peut, ce qui veut dire quand la vie le lui permet, ce qui veut dire pas souvent. Il a 3 enfants, un travail qui ne s'arrête pas à 17 heures, et une femme dont les propres parents ont aussi besoin d'aide. Ce n'est pas un mauvais fils, c'est un homme occupé. Je connais la différence. Sa sœur Renée appelle le dimanche, régulière comme une horloge. 10 minutes, parfois 15. Et je l'entends faire autre chose en arrière-plan. Elle me demande si j'ai besoin de quoi que ce soit. Je réponds que non. Elle est soulagée. Nous nous disons au revoir comme des gens qui se connaissent depuis longtemps, mais qui gardent une certaine distance. Je ne dis pas cela pour les blesser. Je le dis parce que je pense avoir passé trop d'années à croire que l'amour, le moment venu, serait logistique. Que les gens qui vous aiment seraient aussi présents physiquement. Que la présence et l'affection étaient la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et une fois que j'ai compris cela, que je l'ai vraiment accepté, pas seulement comme un fait amer, mais comme une vérité avec laquelle je pouvais travailler, j'ai commencé à construire différemment. Le premier pilier, c'est votre corps. Pas votre santé au sens philosophique large, votre corps physique. La question spécifique de savoir si vous pouvez vous lever le matin sans avoir à vous agripper à quelque chose. J'ai appris cela à 71 ans, après une alerte de santé qui ne m'a pas tué, mais qui a changé ma façon de me déplacer dans les pièces. J'avais ignoré les signaux pendant des années. La façon dont mon genou gauche enflait après une longue journée debout, l'essoufflement que je mettais sur le compte des escaliers, la raideur matinale que j'appelais le poids de l'âge, comme si c'était une explication alors que c'était un avertissement. J'ai tout ignoré. Un homme qui a passé 40 ans à faire un travail physique ne prend pas son corps au sérieux parce que le corps, pendant la majeure partie de sa vie, ne lui a jamais répondu. Puis un matin, j'ai voulu me lever d'une chaise et je me suis rassis involontairement. Mes jambes ne me tenaient tout simplement plus. Je suis resté assis là, dans mon propre salon, comme un homme qui attend le bus, sauf que le bus ne venait pas. J'ai pensé à un homme avec qui j'avais travaillé, Normand, à l'entretien comme moi. Normand avait 68 ans quand ses genoux ont commencé à lâcher. Il a arrêté de prendre les escaliers. Puis il a arrêté de faire les longs trajets à pied. Puis il a arrêté de sortir le matin. En 2 ans, son fils faisait ses courses. En 3 ans, il avait quitté son appartement. Pas parce que sa tête était partie, parce que ses jambes étaient parties. Et quand vos jambes partent, vos choix partent avec elles. Je ne voulais pas de la vie de Normand.
Alors j'ai commencé à marcher. Chaque matin. Même les jours où je n'en avais pas envie. Même quand il faisait assez froid pour que mon souffle sorte comme de la fumée et que mon genou me fasse mal d'une façon qui ressemblait à une menace. 30 minutes, parfois 20, mais chaque jour. Et j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. Pas de manière obsessionnelle, pas comme si je notais tout sur une liste, mais de la manière dont on commence à faire attention quand quelque chose compte. Moins de ces choses qui me rendaient lent. Plus d'eau. De la vraie nourriture faite à la maison. J'ai 84 ans. Je suis allé à l'épicerie du coin à pied ce matin. J'ai porté mon propre sac au retour. J'ai monté mes propres escaliers. Ce n'est pas remarquable, mais c'est à moi. Et cela signifie que je n'ai pas à demander. Il y a une dignité là-dedans dont personne ne parle. La dignité de ne pas avoir à demander. De ne pas avoir à attendre que l'emploi du temps de quelqu'un d'autre corresponde à votre faim, à votre course, ou à votre besoin de sentir l'air extérieur sur votre visage. Dès l'instant où vous ne pouvez plus vous déplacer seul, vous commencez à vous insérer dans la vie des autres au lieu de vivre la vôtre. Votre corps est le premier pilier, et vous devez travailler pour le garder, car il ne se gardera pas tout seul. Cela va paraître ridicule, mais j'ai passé environ 3 mois convaincu qu'une certaine marque de genouillère était la solution à tout. J'en ai commandé 2. Je les ai portées toutes les 2 en même temps pendant environ une semaine. Je marchais dans mon appartement comme si j'étais préparé pour une petite guerre. Daniel Rocha, mon voisin du dessous, m'a vu une fois dans le couloir et n'a rien dit. Ce qui, avec Daniel, signifie qu'il a remarqué. Il a définitivement remarqué. Les genouillères sont dans un tiroir quelque part maintenant. Ce qui a vraiment aidé, c'est la marche. La marche ordinaire, sans artifice. Le deuxième pilier, c'est d'avoir besoin de moins. Et je veux faire attention à la façon dont je dis cela, car on dirait que je parle de pauvreté ou de privation, et ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est l'homme qui a besoin de moins ne peut pas être contrôlé. J'ai travaillé toute ma vie pour la sécurité. Je croyais, comme les hommes de ma génération, que la sécurité était l'accumulation. On épargnait, on bâtissait, on gardait. La maison, la voiture, la retraite, la structure d'une vie qui nécessitait un certain revenu pour être maintenue. Et puis le revenu s'est arrêté et la structure est restée. Et j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose qui me dévorait silencieusement. Après la mort de Lorraine, je me suis penché sur les finances. Vraiment, pour la première fois sans elle. J'ai vu ce que l'appartement coûtait, ce que la voiture coûtait, une voiture que je conduisais peut-être 2 fois par semaine. Ce que je dépensais pour des choses que j'achetais parce que je les avais toujours achetées, pas parce qu'elles me servaient encore. J'avais un collègue, Marc, un autre Marc, pas mon fils, qui a pris sa retraite la même année que moi, avec plus d'économies que moi. Un homme bien. Il a travaillé dur toute sa vie. Mais il avait construit une retraite qui supposait un certain rythme, un certain train de vie. Des dîners au restaurant 3 fois par semaine, le club de bridge, le voyage au soleil en hiver. En 5 ans, ses économies fondaient plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il a commencé à demander de l'aide à sa fille. De petites choses au début, mais il demandait. Et chaque fois qu'il demandait, quelque chose changeait en lui. Il commençait à se justifier auprès d'elle. Elle commençait à avoir des opinions sur ses choix. Pas méchamment, elle l'aimait. Mais l'argent crée un rapport de force, que l'on veuille ou non. J'ai vendu une chose, puis une autre. Pas parce que je le devais, mais parce que j'ai commencé à me demander, ai-je besoin de cela ou ai-je juste besoin de sentir que je le possède? 2 questions différentes avec des réponses très différentes. Ce que j'ai gardé était suffisant. Ce que j'ai laissé partir m'a rendu plus léger. Et la légèreté n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais que simplifier ressemblerait à une perte. Au lieu de cela, c'était comme le moment où l'on pose un sac que l'on porte depuis si longtemps qu'on en avait oublié le poids. Quand vous avez besoin de moins, personne n'a de pouvoir sur vous. Ni vos enfants, ni un propriétaire, ni la peur rampante que l'argent s'épuise avant vous. Vous arrêtez de faire des compromis que vous ne voulez pas faire. Vous arrêtez de sourire à des choses qui ne sont pas drôles. C'est le deuxième pilier. Et c'est une forme de force tout aussi réelle que tout ce que j'ai fait de mes mains pendant 40 ans. Le troisième pilier est plus difficile à aborder. Il m'a fallu plus de temps pour le comprendre. C'est la capacité d'absorber la perte sans disparaître.
Et je ne parle pas de la force au sens où on l'enseignait aux hommes de mon âge. Serrer les dents, contracter la mâchoire. Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Ce n'est pas de la force. J'ai passé des décennies à faire cela, et tout ce que cela a fait, c'est me rendre plus difficile à aimer. Ce que je veux dire est quelque chose de plus silencieux. La capacité de continuer à marcher après que quelque chose s'est arrêté. Pas parce que le chagrin n'est pas réel, mais parce que l'alternative est de laisser le deuil devenir votre seule adresse. Quand Lorraine est morte, j'ai su deux choses simultanément. Je savais que j'étais dévasté, et je savais que si je laissais la dévastation fixer les règles, si je devenais l'homme qui avait besoin que ses enfants lui rendent visite constamment pour remplir le silence, pour me donner une raison d'exister, je ne m'en remettrais jamais. Pas parce qu'il n'essaierait pas, mais parce que personne ne peut porter le vide d'une autre personne. C'est la seule chose qui ne peut pas être transférée. J'avais un ami, Robert. Sa femme est décédée 8 mois avant Lorraine. Robert et moi avions travaillé ensemble il y a des années, et nous n'étions pas proches, mais assez pour prendre des nouvelles l'un de l'autre pendant ces mois-là. Robert s'est arrêté. Juste arrêté. Il a cessé d'aller chez le coiffeur où il allait depuis 30 ans. Il a arrêté ses promenades du soir. Il a cessé d'appeler quiconque ne l'avait pas appelé en premier. Il s'est assis dans son appartement et a attendu que son chagrin soit pris en charge par ceux qui l'aimaient. Ils ont essayé. Ses filles lui rendaient visite plus souvent. Son fils est venu 2 fois en un an. Mais les visites n'ont pas réglé le problème, car les visites ne peuvent pas régler cela. Au moment où j'ai vu Robert pour la dernière fois, 5 ans après la mort de sa femme, il était devenu plus petit d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Il était devenu un homme qui attendait qu'on s'occupe de lui, et l'attente lui avait arraché quelque chose d'essentiel. J'ai pleuré Lorraine pendant longtemps. Je la pleure encore, pas tous les jours, pas avec le même poids, mais elle est là. Mais j'ai gardé mes matinées, j'ai gardé mes routines. Quand le silence dans l'appartement devenait trop fort, je sortais, pas pour lui échapper, juste pour rester en mouvement, parce que je savais que le mouvement était la seule chose qui me porterait vers l'avant. La résilience, et je n'utilise presque jamais ce mot parce qu'il est galvaudé, la résilience, la vraie, ce n'est pas l'absence de coups. Ce n'est pas prétendre que vous n'avez pas été frappé. C'est la décision de se relever, imparfaitement, lentement, sans public, et de continuer à construire une vie qui vous appartient. Car si vous ne pouvez pas faire cela, si vous avez besoin des autres pour vous soulever chaque fois que le sol tremble, vous deviendrez un poids qu'ils portent. Et ils le porteront par amour, sincèrement. Mais l'amour courbé sous le poids finit par changer de forme. J'ai vu cela arriver. Je ne voulais pas que cela nous arrive, à mes enfants et à moi. Le quatrième pilier est celui dont personne ne parle directement, et c'est le plus important. Savoir ce que vous accepterez et ce que vous n'accepterez pas. Et tenir cette ligne sans vous excuser. C'est ce que ma fille n'attendait pas lorsqu'elle a appelé le printemps dernier avec la décision de son comité concernant mes autres dispositions. Elle s'attendait, je pense, à ce que beaucoup d'enfants adultes attendent, que l'âge rende une personne malléable, que les années accumulées vous rendent assez reconnaissant, ou assez fatigué, ou assez incertain de votre propre valeur, pour accepter n'importe quelle forme que les autres essaient de vous donner, parce qu'au moins, cela signifie que quelqu'un fait attention à vous. Elle s'est trompée sur moi. Pas parce que je suis têtu, parce que je sais qui je suis. Je me suis assis à ma table de cuisine. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, je t'entends. Je sais que tu parles par amour. Et tant que je peux me lever le matin, préparer mes propres repas, aller à mes propres rendez-vous et payer mes propres factures, je reste chez moi. Quand cela changera, je te le dirai. Mais ce moment n'est pas venu. Elle a insisté. Elle a parlé des risques de chute. Elle a parlé des escaliers. Elle a parlé des voisins qui avaient remarqué que j'étais parfois lent. Je l'ai laissé insister. Et puis je l'ai redit, les mêmes mots, le même ton. Elle est restée silencieuse un moment. Et puis elle a dit, « Papa, on s'inquiète, c'est tout. » J'ai dit, « Je sais, je m'inquiéterai pour toi aussi. » Et c'était la fin de la discussion. Pour le moment. Je veux être honnête avec vous. Je comprends mes enfants. Je les ai élevés. Je sais d'où vient leur inquiétude et je sais qu'elle est réelle. Noémie, ma plus jeune,
C'est celle qui nomme les choses à voix haute, qui dit tout haut ce que les autres tournent autour. Elle a appelé la semaine d'après et a dit « Papa, personne n'essaie de te retirer quoi que ce soit. » Et je l'ai cru. Je crois qu'ils m'aiment tous. Mais l'amour et l'autorité sont des choses différentes, et j'ai passé ma vie à apprendre cette distinction. Un homme que j'ai connu, 68, 69 ans quand cela a commencé, a laissé sa famille prendre une petite décision, puis une autre. Il pensait bien faire, il pense toujours bien faire. D'abord ce fut la voiture, puis le quartier, puis l'immeuble, puis le plan de l'appartement. À 73 ans, il vivait dans une chambre que ses enfants avaient choisie, dans une ville qui n'était pas la sienne, entouré de meubles qui n'étaient pas les siens, attendant les visites de gens qui, par pur amour, l'avaient effacé. Il n'était pas maltraité, il était administré. Et la différence entre ces deux choses, je ne peux pas vous dire à quel point cette ligne est mince, ni à quel point on la franchit vite dès qu'on ne sait plus ce que l'on défend. Je ne suis pas un homme tendre. Je ne suis pas un homme dur non plus. Je suis ce qui reste après que la vie a fait son œuvre. Et ce qui reste, c'est précisément ce qui compte pour moi. Mon appartement, mes matinées. Ma marche jusqu'au coin de la rue. Le calme de ma propre table quand le café est chaud et que personne n'a encore besoin de moi. Ces choses ne sont pas négociables. Et parce que je sais qu'elles ne sont pas négociables, personne ne peut me les prendre. C'est le 4e pilier. Savoir ce que l'on n'abandonnera pas. Sans colère, sans drame, juste clairement, comme on connaît son propre nom. Je veux être honnête sur autre chose, parce que je pense que vous méritez l'honnêteté plus que le réconfort. Je ne dis pas que votre famille ne vous aime pas. René m'aime, Marc m'aime, mes 6 enfants m'aiment, à leur façon spécifique et imparfaite. Ce que je dis, c'est que l'amour chaleureux, authentique, bienveillant, ne peut pas remplacer les structures que vous construisez vous-même. Il n'a jamais été censé le faire. L'amour n'est pas une structure porteuse en ce sens. Quand je me suis appuyé sur lui comme s'il l'était, quand j'ai attendu qu'il supporte le poids de mon indépendance, de ma dignité et de ma paix quotidienne, il a plié. Et alors j'ai ressenti de la rancœur, et les gens que j'aimais se sont sentis incapables, et tout le monde a perdu. J'ai dû construire 4 choses qui tenaient peu importe qui appelait, qui visitait, qui se souvenait et qui oubliait. Mon corps toujours en mouvement, la simplicité d'avoir besoin de moins, la résilience d'absorber la perte sans devenir uniquement la perte, et la connaissance de qui je suis, tenue fermement face à toute révision bien intentionnée. Je pense à mon père parfois, Samuel Martin. Il ne disait pas grand-chose, et quand il parlait, c'était bref. Tiens-toi droit, tiens ta parole, ne les laisse pas te voir craquer. C'était un homme façonné par une époque qui ne laissait pas de place pour grand-chose d'autre, et je suis devenu, à bien des égards, une version de lui. Plus silencieux que je n'aurais dû l'être, plus fort à l'extérieur que je n'avais le droit de l'être. J'ai porté des choses pendant des décennies que j'aurais dû poser, ou du moins nommer. Mais voici ce que je pense que mon père essayait de me donner en réalité, sous la fermeté, le silence et l'exigence. Il essayait de me donner la capacité de tenir debout tout seul. Il n'avait juste pas les mots pour expliquer pourquoi c'était important. Ou peut-être pensait-il que je finirais par le comprendre. Peut-être pensait-il que je n'aurais pas le choix. Je l'ai compris. Je l'ai juste compris plus tard que je ne l'aurais voulu. J'ai 84 ans. Je me suis réveillé pendant environ 30 000 matins. Certains d'entre eux valaient plus que je ne le savais à l'époque. D'autres, je les ai passés à être en colère pour des choses dont je ne me souviens même plus. Lorraine est partie. Mes parents, Samuel et Ruth Martin, sont partis. Quelques-uns des hommes que je respectais le plus sont partis. Et je suis toujours là, à ma propre table, avec ma fenêtre ouverte, mon café refroidissant parce que j'oublie toujours de le boire quand je commence à parler. C'est quelque chose. C'est plus que quelque chose. Je ne sais pas combien de matins il me reste. J'ai arrêté d'essayer de calculer parce que le calcul ne change pas ce que je fais d'aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que je veux affronter ce qui reste debout. Pas parce que j'essaie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, j'ai passé l'âge, mais parce que la seule chose qui m'appartient entièrement est la façon dont je me conduis à travers ce qui vient ensuite. Ces 4 choses, le corps que vous gardez en mouvement,
la vie que vous simplifiez jusqu'à ce qu'elle vous porte avec légèreté, la résilience que vous pratiquez jusqu'à ce que la perte ne vous achève pas, le moi que vous connaissez assez clairement pour le défendre. Personne ne les construit pour vous, et personne ne peut vous les enlever une fois qu'elles sont à vous. C'est aussi le seul héritage qui vaille la peine d'être laissé. Pas l'argent, pas la maison, pas les objets. La preuve qu'une personne peut vieillir sans disparaître. Merci d'être resté un moment avec moi. Je ne le prends pas pour acquis. Si quelque chose ici vous a parlé, j'aimerais le savoir. Laissez un commentaire, je les lis. Pas tous d'un coup, je suis lent, mais je les lis. Et si vous voulez revenir vous asseoir un de ces jours, le bouton d'abonnement est juste là. Je ne m'en vais nulle part. Enfin, pas tout de suite. Prenez soin de vous. Ce n'est pas une petite chose.